Il y a 10 000 ans, nous sommes parvenus à l'aube des temps Holocène. Le niveau des mers a monté de 120 mètres, la forêt s'est précipitée plus vite encore, et le visage de la France a été totalement bouleversé. Après les paysages plats et monotones de l'âge de glace, voilà que surgit la troisième dimension. Les arbres déploient la vie verticalement au-dessus du sol et en dessous. La forêt vierge est une contrée confuse et sombre où le clair-obscur vert émeraude est percé de quelques puits de lumière. Nous allons perdre d'un coup tous nos repères et errer sans montre ni boussole, sans carte ni lampe durant des millénaires. Il sera désormais impossible de savoir précisément où l'on est. La forêt est enchantée. Elle a 1000 apparences et se métamorphose sans en avoir l'air. On peut y tourner en rond sans fin, sans jamais rien reconnaître. Comme en sorcellerie. La forêt a une histoire. La grande forêt némorale de France reste insaisissable. Et pour cause, voilà des milliers d'années qu'elle a disparu, tombée sous les coups de hache. Aucun témoignage direct de la grande forêt vierge française ne nous est parvenu. Quand les Romains envahirent la Gaule vers 52 avant notre ère, ils trouvèrent un pays déjà en grande partie déboisé. Mais les choses changèrent radicalement lorsqu'ils franchirent le Rhin. Chez les Germains, il n'y a ni route, ni cité, ni champ. Ce ne sont que forêts et marais qui se succèdent à l'infini. La forêt représente pour les Romains un monde mystérieux et inquiétant, un monde obscur et impénétrable aux rayons du soleil. Le refuge de peuplades sauvages et perfides, adeptes de cultes impies et de rites inhumains. Ils s'y casseront les dents. La Germanie restera jusqu'au Moyen-Âge sauvage et barbare. Mais tout a une fin. Et les derniers païens seront évangélisés de force par les chevaliers teutoniques au XIVe siècle. Alors, que nous apprennent à des siècles d'intervalle ces aventures romaines et teutoniques? Que la forêt primaire européenne était vaste, profonde, diverse, encombrée de troncs effondrés à tous les stades de décomposition, mélangée d'arbres de tous âges, certains morts, d'autres vivants, peuplée de très nombreux animaux, dont de grands herbivores, et enfin qu'elle était souvent humide, très humide. Vue du ciel, c'est comme si un immense manteau d'arlequin avait été jeté sur tout le continent. Une couverture bigarrée composée d'une infinité de petits bouts de tissu aux 1000 teintes vertes. Une confection éclatante, aux motifs insaisissables car variant sans cesse. Le plus grand secret de la forêt est de donner l'illusion d'être passive. La plus grande illusion est de croire la forêt immobile et immuable. En réalité, le renouvellement est permanent. Plus la forêt est hétérogène, plus elle est perturbée, plus elle offre des conditions de vie variées, plus le nombre d'espèces qu'elle peut abriter est grand. À deux conditions cependant,
Que la forêt soit suffisamment étendue pour offrir en même temps toute la gamme des habitats possibles. Que l'intensité et la fréquence des perturbations ne soient ni trop faibles, ni trop importantes. La partition en sous-bois est subtile, la mélodie est délicate. La forêt est un entrelac d'archipels et d'îlots qui se superposent, se télescopent, s'entrecroisent selon les besoins et exigences des différentes espèces. Dans un paysage dynamique et fragmenté, une espèce doit être capable de coloniser de nouveaux habitats, au moins aussi vite qu'elle perd les anciens. Celles qui n'en sont pas capables finissent par disparaître. C'est pourquoi l'échelle à laquelle on considère une forêt est capitale. En plan large, la forêt semble stable, il y a toujours autant d'arbres, toujours autant d'espèces. Mais si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit que les espèces ne cessent en réalité de se déplacer au sein même de la forêt, cherchant en permanence la meilleure parcelle répondant à leurs besoins, désirs et exigences. Ce qui paraît stable de loin est en réalité un grouillement permanent. L'arbre. En atteignant des dimensions hors normes et des âges frôlant le millénaire, est naturellement, avec les aléas météorologiques, le grand ordonnateur, le perturbateur en chef de la forêt. Perturbateur dans le sens de créateur de conditions et de structures d'accueil pour d'innombrables espèces. L'arbre est un vénérable géant qui se renforce et s'enrichit avec l'âge. Or, une grande forêt naturelle abrite quantité de vieux arbres. C'est d'ailleurs à cela qu'on la reconnaît, à son désordre apparent, au joyeux mélange d'arbres de tous âges où les arbres morts restent longtemps debout, où le bois mort à profusion sert d'abri, de nourriture et de substrat à d'innombrables espèces. Dans les forêts naturelles, le tissu forestier n'arrête pas de se déchirer et en même temps de se colmater et de cicatriser. Des ouvertures apparaissent un peu partout, tout le temps, et finissent par disparaître. Curieusement, nous sommes incapables aujourd'hui de préciser l'espérance de vie des arbres de nos forêts, car cela fait des millénaires que nous les coupons bien avant qu'ils n'atteignent l'âge de la maturité. Même imprécision concernant leur taille. Il faut aller se promener en forêt de Bielowieza, dans l'est de la Pologne, pour rencontrer des tilleuls de 42 mètres, des érables et des charmes de 40 mètres, des épicéas de 57 mètres, toutes choses impensables en France aujourd'hui. Or, il faut bien imaginer que c'est le genre de géant qu'il était banal de rencontrer dans l'immense forêt vierge qui recouvrait tout le pays. Bon, cependant, il ne faudrait pas croire que la croissance des arbres en hauteur est illimitée. À cause des contraintes physiques et mécaniques, la hauteur maximale atteignable par les arbres doit être de 122 à 130 mètres. Ce qui correspond à la hauteur des plus grands arbres fossiles connus à ce jour. Mais si les arbres cessent de grandir en hauteur, contraints et forcés par les lois de la physique, ils ne cessent par contre pas d'élargir leur tronc et d'allonger leurs branches maîtresses. Mieux, contrairement à toutes les attentes, plus ils vieillissent, plus ils croissent vite. Ils ralentissent en hauteur, mais accélèrent en largeur. Et les arbres ne sont pas comme les hommes.
Il ne souffre jamais de sénescence. Pendant longtemps, on a cru qu'après une phase de croissance juvénile, les arbres ralentissaient leur croissance au fil de l'âge. On ne faisait que calquer le modèle humain. C'est pourquoi l'on pensait que les jeunes arbres grandissaient plus vite que les vieux et qu'une jeune forêt stockait plus de carbone atmosphérique qu'une vieille forêt. Tout simplement parce qu'il y a plus de jeunes individus concentrés à l'hectare. C'est une vieille rengaine de forestiers pour justifier de tronçonner les arbres dans la fleur de l'âge et accélérer ainsi le rythme des coupes. On sait désormais que plus un arbre est âgé, plus il pousse vite et plus il stocke de carbone. Le rôle de ces vénérables vieillards est démesurément important dans le bon fonctionnement d'une forêt naturelle. Le houppier de ces véritables géants dépasse largement ceux de tous les autres arbres. Ils apparaissent comme des îles dans un océan vert. Leur architecture unique les distingue de tous leurs voisins et structure la forêt comme aucun autre arbre. Ils jouent ainsi un rôle capital dans le bon fonctionnement de la forêt naturelle. Par leur taille et leur longévité, ils organisent et redistribuent verticalement, horizontalement et temporellement les cycles de l'eau, du carbone et de tous les nutriments. Véritable trait d'union entre les profondeurs du sous-sol et le ciel, entre la nappe phréatique et les nuages, ainsi qu'à travers les siècles. Ce sont des points de rendez-vous remarquables pour de nombreux animaux, de véritables belvédères sur la forêt environnante, notamment en période de fructification. Ils forment des îlots de nourriture abondante qui attirent de nombreux animaux. Des plantes poussent sur le tronc et les branches. La masse considérable de leur feuillage, leur écorce crevassée et les nombreuses cavités creusées dans le bois stockent également de l'eau loin au-dessus du sol, directement dans les frondaisons. Les aspérités, imperfections, accros, trous et autres caries dans le bois sont autant de micro-habitats indispensables pour de nombreuses espèces rares et spécialisées. De même que le bois mort, de plus en plus présent sur les arbres vieillissants. Arrive pourtant un jour où une tempête, un éclair, ou bien l'attaque surprise d'une horde de coléoptères tue ce vieil arbre. Et aujourd'hui, c'est malheureusement plus souvent la tronçonneuse. Mais un arbre mort peut mettre des siècles à se décomposer entièrement. Le carbone capturé durant la croissance de l'arbre reste ainsi stocké pendant très longtemps. Le CO2 libéré lors de la décomposition du bois mort continue à se dégager pendant des décennies, voire des siècles. Alors que la régénération naturelle est bien plus rapide. Cela conduit donc à un stockage à long terme. Les parcelles âgées avec suffisamment de vieux arbres accumulent la biomasse, donc le carbone, pendant des siècles. En pourrissant, le tronc peut devenir une véritable pépinière. Il peut accueillir 30 fois plus de germination que le sol environnant. On vient de le voir, les arbres croissent, grandissent, vieillissent et meurent. Ce sont donc bien des êtres vivants, mais on les a longtemps considérés comme des vivants de second ordre, des vivants pas vraiment vivants. La forêt était le plus souvent vue comme un décor très beau, certes, mais seulement la scène où se déroulait la vie étonnante des animaux et celle passionnante, exactante, périlleuse des chevaliers, sorciers et autres brigands de grands chemins. Oh, a-t-on bien pesé ce que signifiait vraiment être vivant? Ce n'est pas seulement naître, grandir, se reproduire ou mourir. C'est avant tout être sensible. Nous assistons actuellement à une véritable révolution paradigmatique.
Les arbres et les plantes en général sont en train de devenir sous nos yeux ébahis des vivants à part entière et comme tels, de véritables sujets d'études scientifiques. Il n'est pas encore question de caractère, de personnalité, de culture, quoique la révolution en cours va tellement vite. Mais il est déjà question d'alliance, de communication, de comportement, de mémoire et d'intelligence. Les arbres sont bien vivants, autant que nous pouvons l'être nous-mêmes, mais nous sommes tout simplement aveugles et sourds aux signes de vie qu'ils manifestent. Si bien que la forêt vierge, où nous autres humains du XXIe siècle aurions perdu tous nos repères traditionnels en quelques minutes, est littéralement saturée de signes. Et l'on ne se rend compte de rien. Concédons-le. Il est difficile d'imaginer dans nos forêts d'aujourd'hui si bien rangées, si propres et si tranquilles, que les arbres parlent, bougent, s'allient, se disputent, attirent leurs partenaires, insectes ou oiseaux, trompent, mentent. Ils doivent faire des choix. Où et quand puiser tel ou tel nutriment? Quel organe faut-il développer ou réduire? Quand faut-il se reproduire? Combien de fruits faut-il produire? Faut-il faire appel aux autres ou bien faut-il répondre à leur appel? En résumé, les arbres parlent. Un arbre ne pousse jamais seul. Il s'associe presque toujours à un individu peu reluisant, un de ces êtres malfamés qui grouillent au fond des bois, le champignon. Il doit sa mauvaise réputation au fait qu'il fait le sale boulot, celui de décomposer l'énorme quantité de débris végétaux. Sans cette œuvre salutaire et bienfaitrice, le monde croulerait vite sous les déchets et la vie s'arrêterait faute de nutriments. Le champignon boucle le cycle des nutriments et permet à la mort de nourrir une nouvelle vie. Ce que nous appelons communément champignon n'en est que le fruit, qui émerge parfois au ras du sol. La plupart d'entre eux ne produisent même pas de fruits. Le véritable champignon, lui, est toujours invisible, car il vit dans le sol. Il est constitué d'hyphes, des filaments microscopiques. L'ensemble de ces hyphes forme le mycélium. Un arbre pousse toujours en association avec un ou plusieurs champignons, dans ce que l'on appelle une symbiose mycorhizienne. Comment s'associe-t-il ?
En fusionnant avec les radicelles de l'arbre, les minuscules extrémités de ses racines, les ifs du champignon en démultiplient la longueur comme autant de prothèses vivantes. Le champignon offre ainsi à l'arbre un réseau d'absorption tellement immense qu'il en est difficile à cerner. Et ce réseau lui permet de puiser dans le sol l'eau et les nutriments nécessaires à sa croissance, bien plus efficacement que s'il était seul. C'est même sans comparaison. En échange, le champignon bénéficie gracieusement des produits sucrés de la photosynthèse qu'il est incapable de fabriquer. En s'étendant ainsi toujours plus loin, les ifs du champignon, tôt ou tard, finissent par rencontrer ceux des champignons associés aux arbres voisins. Que se passe-t-il alors? Est-ce qu'ils s'arrêtent? Font-ils demi-tour? Non, là encore, ils fusionnent, connectant ainsi les arbres entre eux. C'est l'anastomose. Au final, on peut dire que de proche en proche, tous les arbres d'une forêt sont reliés entre eux par un super réseau souterrain. Un réseau sans grand architecte, dont la structure est entièrement collaborative. Tous ces arbres et ces champignons associés forment une guilde, une communauté, et au bénéfice réciproque. Un vaste trafic d'eau, d'azote, de phosphore et de sucre se met ainsi en place sous le sol de la forêt, fluctuant en fonction des besoins et des exigences des uns et des autres. Les chercheurs ont ainsi récemment montré que le réseau de mycélium contrôle le transfert de sucre entre arbres, ce qui peut paraître paradoxal. Que le champignon reçoive du sucre, c'est normal, puisque c'est la base du contrat symbiotique. Mais que le champignon puisse en distribuer aux arbres autour de lui, pour le moins surprenant. Ainsi, des arbres malades ou blessés peuvent recevoir des dons des arbres voisins. Avec leurs toutes petites racines, les jeunes plantules poussant à l'ombre dense de leurs aînés, où la photosynthèse est si difficile, peuvent recevoir un supplément bienvenu de sucre et d'eau. C'est ainsi que l'on peut dire qu'un grand arbre soutient ses enfants qui germent tout autour de lui. Les arbres ne bougent pas. Ce qui peut paraître un handicap est en fait un avantage. Ils peuvent ainsi se lier à leurs voisins de manière permanente et échanger matière, énergie et informations à long terme. On a même montré que sapins et bouleaux s'entraident tout au long de l'année. Les sapins aident les bouleaux au printemps, lorsqu'ils bourgeonnent, et à l'automne, lorsqu'ils perdent leurs feuilles, tandis qu'en été, ce sont les bouleaux qui aident les sapins stressés par la chaleur et le stress, et la sécheresse. Le réseau mycorhizien est donc aussi un réseau social, où les grands et vieux arbres jouent le rôle de pivot, ce que les journalistes anglo-saxons n'hésitent pas à appeler le Wood Wide Web. Ce réseau influence la survie, la croissance, la santé et au final le comportement des arbres affiliés. Car il n'y a pas que les ressources nutritives qui circulent à travers ce réseau. Il y a également tout un tas de molécules informatives qui permettent aux arbres de communiquer entre eux. Ce vaste réseau, que nul ne construit ni ne gère, fascine et suscite de nombreuses interrogations. Pourquoi ? Pourquoi des êtres si différents qui ne partagent pour la plupart aucun lien de parenté s'entraident-ils ? Qui mène la danse? Est-ce le champignon? Est-ce l'arbre? Est-ce l'entraide ou l'égoïsme? Le réseau est-il une assurance-vie qui profite à tous? Pourquoi le champignon accepte-t-il d'être ainsi la plaque tournante entre les arbres? La forêt est-elle socialiste ou capitaliste? Les réponses sont pour l'heure encore très floues. Quoi qu'il en soit, la forêt nous raconte une belle histoire de vie. Ce n'est qu'en s'associant toujours plus que les plantes ont pu conquérir la terre ferme, puis modifier le climat à leur convenance en formant des communautés forestières
extrêmement stable. Elle ébranle aussi des notions aussi fondamentales que la définition de l'individu. En effet, qui peut désormais dire où commence et où finit un arbre? La forêt est peut-être un seul super-organisme s'étendant à l'échelle d'un pays, voire d'un continent. Voilà ce que nous aurions visité et perçu il y a 8000 ans en traversant la France. Voilà ce que nous avons irrémédiablement détruit à coups de hache et de tronçonneuses. On vient de le voir, les champignons décomposent les débris végétaux. Cependant, ils sont loin d'être les seuls à le faire. Les animaux également, y compris les plus petits. Surtout les plus petits, serait-on tenté de dire. Et c'est Charles Darwin qui a le premier attiré l'attention sur leur rôle dans l'altération physique et chimique du sol. En effet, tous les animaux qui fouissent, creusent, labourent, aménagent terriers et tunnels ou ingèrent le sol sont des bioturbateurs. Ils altèrent par leurs actions les propriétés physico-chimiques du sol et accélèrent considérablement le cycle des ressources et nutriments, ce qui a un impact sur tous les autres êtres vivants. Darwin consacra toute sa vie jusqu'à son dernier livre en 1881 à la gloire d'un petit travailleur de l'ombre. Son ouvrage connaît un succès improbable qui tient au fait que Darwin y évoque notamment l'intelligence du ver de terre. Le ver de terre est à l'époque considéré comme un nuisible qui se plaît à tourmenter les jardiniers en défigurant leurs beaux gazons anglais, de ses crottes en tortillons, les turicules, un importun tout juste bon pour la pêche ou les poules. Mais Darwin démontre l'importance des vers de terre. Trois catégories de vers se partagent le travail. Les épigées restent en surface pour brasser et déchiqueter la litière. Les anéciques creusent des galeries verticales et entraînent la matière organique vers le fond tout en remontant la terre vers la surface par leurs turicules. Enfin, les endogées creusent des galeries horizontales en profondeur et stimulent l'activité microbienne qui parachève le recyclage des nutriments, les rendant à nouveau disponibles aux plantes. Les différentes strates du sol sont constamment mélangées.
Les tunnels permettent d'aérer et d'humidifier le sol. Ils canalisent la progression des racines et sont un véritable paradis pour la communauté microbienne qui s'y développe. Si l'action d'un seul ver de terre peut sembler négligeable, leur force vient de leur nombre. Tous ensemble, ils transforment le sol en une véritable éponge qui peut stocker d'énormes quantités d'eau lors de fortes pluies, augmentant la capacité d'infiltration et évitant ainsi les phénomènes d'érosion et de glissement de terrain. Cette eau percolera ensuite doucement vers la nappe phréatique et les rivières. Tout aussi importante est l'influence des fourmis. Il existe plus de 400 espèces de fourmis en Europe et leur rôle est tout aussi capital que celui des vers de terre dans le fonctionnement de la forêt. Les fourmis construisent leurs fourmilières en rassemblant de grandes quantités de débris végétaux et en aménageant tout un réseau de galeries souterraines. Le sol est plus chaud, plus sec, plus aéré et plus riche en nutriments. Les arbres voisins ne s'y trompent pas. Ils envoient leurs racines vers les fourmilières et poussent bien plus vite que les autres. Les fourmis collectionnent toutes sortes de choses, et notamment des graines dont elles assurent la dispersion. Elles peuvent également chasser, et une seule colonie peut consommer en une saison des centaines de milliers d'insectes. Chaque fourmilière possède son cimetière et son dépotoir, où les fourmis accumulent leurs déchets et cadavres, un endroit particulièrement riche en éléments nutritifs et qui fait la joie de nombreux organismes. Mais, mieux qu'une fourmilière active, il y a la fourmilière abandonnée. Sa couche superficielle étanche n'étant plus entretenue, la fourmilière prend l'eau, ce qui accélère d'autant plus sa décomposition, donc le recyclage des nutriments. Par ailleurs, les fourmis n'étant plus là pour faire le ménage, chaque graine déposée sur une fourmilière y trouve les conditions parfaites pour germer sans craindre leur mandibule. La fourmilière abandonnée devient ainsi une véritable pépinière. Le petit peuple des vers de terre et des fourmis assure donc une grande part de travail de brassage du sol et de recyclage des nutriments. Mais on ne peut s'empêcher de s'interroger. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Un système, quel qu'il soit, doit forcément comprendre des pilotes et des passagers. Il nous est impensable d'imaginer un système sans hiérarchie. C'est pourquoi les scientifiques ont défini certaines espèces comme des ingénieurs de l'environnement. Des espèces clés qui participent bien plus que les autres au service écosystémique. Nos deux héros, le ver de terre et la fourmi, sont de ceux-là. Pourtant, à y regarder d'un peu plus près, en étudiant finement chaque espèce, on réalise combien toutes ont un impact non négligeable à leur échelle et que, finalement, toutes méritent le titre d'ingénieur. Chaque être vivant, par le fait même de vivre, modifie un tant soit peu son environnement et peut être qualifié d'ingénieur, créant ainsi des opportunités pour d'autres êtres. Cercle sans fin, qui explique la quantité incroyable d'espèces peuplant la Terre. Je me croyais à table. À moitié endormi quand même. Pas trop endormi. J'étais
c'est bon pour les champignons. Mieux remettre la chaise parce que vous vous enfoncez. Je le relève. Voilà. C'est bien. C'est mieux. Voilà, attention. S'il faut être un spécialiste averti pour mesurer l'impact des vers de terre, des fourmis et autres insectes sur le fonctionnement de la forêt, celui des blaireaux est beaucoup plus spectaculaire. Le blaireau est un ingénieur de choc qui bouscule l'agencement de la forêt et crée de nombreuses opportunités. Il est bâti pour creuser et remue chaque année à lui tout seul des tonnes de terre, ne serait-ce que pour aménager et entretenir son terrier constitué d'un vaste réseau de galeries et de chambres. Devant chaque entrée se trouve un tas de terre fraîchement retournée qui ne cesse d'augmenter. Les abords immédiats de son terrier deviennent ainsi un véritable jardin botanique où poussent les graines de tout ce que lui et ses voisins ont mangé, car ces monticules de terre servent de perchoir à de nombreux oiseaux qui les marquent de leur propre fiente. C'est la préhistoire du potager. Le renard disperse lui aussi les graines des fruits qu'il mange. Ses terriers sont beaucoup plus petits que ceux des blaireaux, mais il en change au moins une fois par an, ce qui l'oblige à en creuser constamment de nouveau, multipliant d'autant les perturbations, autant dire les potagers. Il arrive parfois que le contrat passé entre un arbre et un animal soit si puissant qu'on peut alors parler de symbiose. C'est le cas du chêne et du geais. L'oiseau, de la famille des corvidés, est un de ces collectionneurs compulsifs que les arbres aiment à manipuler. Geais et chêne dépendent étroitement l'un de l'autre. Le premier se nourrit de glands presque toute l'année, tout comme le pigeon ramier ou le sanglier. Mais le geais fait des réserves, et c'est bien là-dessus que compte le second. Dans la saison, il peut ainsi cacher plus de 5000 glands. Chacun dans une cachette différente, parfois à plusieurs kilomètres du chêne reproducteur. Il va les cacher en milieu ouvert au fond d'un petit trou creusé avec son bec, qu'il recouvre d'un peu de terre. Les geais plantent en moyenne 50 000 glands par hectare de forêt. Il existe un second maniaque du gland, le mulot sylvestre. Son action se déroule à une bien plus petite échelle que celle du geais, car le mulot cache ses trésors à quelques mètres seulement du chêne, dans des zones très sombres et broussailleuses, sous les fougères et les houes, ou encore sous le tronc couché d'un arbre mort. La mémoire du mulot est moins bonne que celle du geais, il oublie plus souvent ses cachettes. Les deux compères sont complémentaires. Le geais cache à la lumière, plus propice à la germination, mais à la vue de tous les herbivores. Le mulot cache à l'ombre, moins propice à la germination, mais à l'abri des herbivores. En passant un partenariat avec ces deux animaux, le chêne diversifie ses moyens de dispersion et augmente les chances de germination de ses glands. Énergie solaire, plantes, herbivores, prédateurs. Il ne manque plus que les charognards pour refermer le cycle et réinjecter à nouveau tous les nutriments accumulés au long de la chaîne alimentaire. Pratiquement tous les carnivores rendent un jour ou l'autre visite à une charogne, notamment l'hiver quand ils ne peuvent faire les difficiles. C'est souvent le grand corbeau qui sonne le rassemblement, soit parce qu'il a suivi les loups et assisté à leur chasse, soit parce qu'il est souvent le premier à repérer le cadavre d'un animal mort. Mais tous, de la martre à la buse, du renard au grand corbeau,
tous attendent l'entrée en scène des loups ou des ours, qui sont les seuls capables, avec leurs puissantes mâchoires, d'ouvrir une carcasse. Dans la dynamique forestière entraînée par de constantes perturbations, on a longtemps négligé deux acteurs majeurs dont on reconnaît seulement aujourd'hui l'importance. Le castor et l'homme préhistorique. Le castor est l'ingénieur par excellence, le grand perturbateur de la forêt, le grand créateur de prairies humides. À peine arrivé, il coupe ses premiers arbres, barre le ruisseau, élève un barrage constitué d'un entrelacement inextricable de branches, de cailloux et de boue. Le ruisseau s'élargit, s'évase, forme un étang, inonde la forêt environnante, noie les arbres qui ne tardent pas à mourir et finit par créer un grand trou de lumière dans la canopée. Les deux rives s'allongent démesurément. Et c'est bien là le but recherché. Car ce que le gros rongeur affectionne le plus, ce sont les saules, des arbres qui poussent justement à la limite de l'eau et de la terre ferme. En créant un grand étang là où il n'y avait qu'un ruisseau ordinaire, le castor augmente considérablement la longueur des rives et donc l'habitat du saule. Au fil des années et des générations successives, le barrage est agrandi, l'étang aussi. La population de castors augmente et de nouvelles familles s'installent en amont et en aval. Le ruisseau ressemble bientôt à un chapelet d'étang. Quand un barrage est abandonné, il finit par céder. L'étang se vide et laisse derrière lui une vaste étendue de sédiments extrêmement fertiles. L'étang laisse donc place à une prairie bien grasse qui évolue lentement pour le plus grand plaisir des élans, des aurochs et des derniers chevaux sauvages. Mais comment un animal aussi petit que le castor peut prétendre à bouleverser son environnement à l'égal de l'homme? Ce qui peut être interprété comme un coup porté à notre ego. Les données accumulées depuis lors ne cessent de le démontrer. Il est même plus que probable que les hommes du Mésolithique profitèrent du travail des castors en ramassant le bois mort accumulé et chassant les ongulés rassemblés. Les premiers paysans ont profité des clairières, de castors, aux sols riches et défrichés, pour semer leurs champs de céréales et bâtir leurs maisons. On imagine encore assez mal ce que les hommes du néolithique doivent aux castors, mais la néolithisation de l'Europe aurait probablement pris un tout autre visage sans la présence de ces gros rongeurs. Curieusement, si l'homme a longtemps été fier de se considérer comme le seul capable de modifier sérieusement son environnement, c'est pourtant l'espèce pour laquelle il est le plus difficile de démontrer l'impact sur la forêt du Mésolithique. Si des êtres aussi petits que les champignons, les vers de terre ou les fourmis sont capables d'influencer la dynamique forestière, difficile d'imaginer qu'une espèce de la taille de l'espèce humaine et pourvue de telles aptitudes ne puisse y participer elle aussi. Non ? Mais comment le prouver ? Comme tous les consommateurs de fruits, il devait être un grand disperseur de graines. Plus encore, il devait être un jardinier de la forêt, sélectionnant les arbres qui l'intéressaient pour leurs différents usages, éliminant les concurrents, plantant graines et boutures. La chasse aurait joué un rôle décisif dans la disparition des grands mammifères de l'âge de glace. Mais qu'en est-il à la période suivante de l'Holocène ?
On sait que le régime alimentaire des hommes de cette époque s'est considérablement élargi, intégrant de plus en plus de plantes, mais aussi des invertébrés et poissons marins et d'eau douce. Leur gibier de prédilection était le sanglier, le grand mammifère le plus courant et le plus abondant dans ces forêts épaisses. C'était aussi la chasse la plus facile. Les chasseurs ne tuaient pas les adultes reproducteurs, mais principalement les jeunes de moins de 2 ans, ceux qui garantissaient le renouvellement annuel de leur gibier. L'approvisionnement en viande ainsi assuré, les populations humaines ont pu augmenter, elles aussi, à travers cette sorte de dépendance vis-à-vis du sanglier. Par ailleurs, à la différence de toutes les autres espèces, l'homme maîtrisait le feu, et il s'en est servi non seulement pour se réchauffer et cuire ses aliments, mais aussi pour façonner les paysages à sa guise. Il a très bien pu utiliser le feu pour éclaircir les sous-bois, ouvrir et entretenir des clairières. Cela avait 2 impacts. Les arbres fruitiers sélectionnés poussaient mieux et reproduisaient plus de fruits. L'herbe favorisée attirait et nourrissait plus de gibier. On obtient ainsi une forêt jardinée à la manière d'un parc aéré qui produit beaucoup de fruits et de gibier. C'est le genre de paysage qui enchantèrent les premiers Européens débarquant sur la côte est des États-Unis ou en Californie, et qu'ils comparèrent au jardin d'Éden, sans réaliser qu'ils étaient le produit d'un travail collaboratif entre les hommes de la région et la nature. En fait, les hommes du Mésolithique furent un peu les Indiens d'Europe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les hommes furent là bien avant la forêt, et qu'il n'y a donc jamais eu, en France ni en Europe, de forêt véritablement vierge dans le sens de vide d'hommes et non touchée par l'action humaine. Depuis la fin de l'âge de glace, la forêt et l'homme ont évolué ensemble. Et c'est d'autant plus vrai pour le grand absent de notre histoire jusqu'à présent, le être. En effet, le être est un cas très spécial. Il ne participe pas à la reconquête forestière de la France pendant tout ce temps. Il reste confiné dans ses refuges dispersés aux 4 coins des montagnes du sud de l'Europe. Mais comment le être s'est étendu à travers les plaines du pays alors que la forêt y est déjà bien installée et mature? Il a dû profiter d'une ou plusieurs perturbations, un rafraîchissement du climat ou au contraire l'intensification des feux de forêt ou bien encore l'action des hommes. En ouvrant le milieu comme nous venons de les voir faire, les hommes favorisent la germination des hêtres qui deviennent rapidement très compétitifs, poussant plus vite que les autres arbres, puis les asphyxiant en les privant de lumière par leur feuillage extrêmement dense. On relève par endroits la coïncidence quasi parfaite entre l'entrée en scène des premiers agriculteurs du néolithique et celle du hêtre, ce qui ne peut être le fait du seul hasard. En effet, ce serait il y a seulement 4500 ans que les hêtres seraient descendus de leurs montagnes pour envahir les prairies. Il n'a atteint l'Angleterre et le sud de la Scandinavie qu'il y a 2000 ans seulement. Le hêtre est donc cet intrus qui n'aurait jamais pu envahir le pays sans l'aide d'un coup de pouce bienvenu du climat et ou des hommes. Il représente aujourd'hui l'arbre dominant des forêts de nos régions aux étés humides et aux hivers doux.
Nous avons découvert une forêt française merveilleusement vivante, riche et variée. Après l'austère âge de glace, vient le temps de la surabondance. Partout dans le pays, ça grouille, ça fouille, ça gazouille. Des milliers d'espèces différentes chantent, sifflent, pépissent, stridulent, brament, mugissent et hurlent chaque nuit à la lune. C'est ainsi que tous les mythes le racontent. Après l'âge d'or survient toujours l'âge des ténèbres. Et voilà en effet qu'il y a 8000 ans environ surgissent quelque part sur les côtes provençales l'éleveur et le cultivateur. On connaît la suite de l'histoire. Elle est documentée par ceux-là même qui se glorifient d'être les plus grands perturbateurs de tous les temps. Ces deux-là vont changer radicalement l'échelle et le rythme des perturbations. De créatrices, elles deviennent destructrices. Trop vaste et bien trop rapide, la nature ne peut plus suivre. Elle s'appauvrit à l'extrême. Voici venu le temps de la grande simplification. À peine débarqués sur les côtes provençales, les premiers éleveurs et cultivateurs coupent et brûlent l'antique forêt de chênes pubescents pour ouvrir des clairières. Ironie du sort, c'est précisément là où la forêt a résisté avec succès durant les 80 000 ans de l'âge de glace qu'elle est attaquée et réduite à néant en quelques siècles seulement. Le sol est mis à nu, grillé par le soleil, piétiné et pulvérisé par les sabots des troupeaux, emporté par les pluies. Ils s'accumulent dans les vallées, puis dévalent vers la Méditerranée. Les collines sont décapées, rabotées jusqu'à l'os. Les premiers animaux à disparaître sont les chevaux sauvages, déjà peu nombreux, et les aurochs, qui sont absorbés par la masse croissante des bœufs domestiques. Chamois et bouquetins se réfugient vite dans les falaises, puis dans les hautes montagnes, donnant l'impression d'être des animaux exclusivement rupestres. Les bergers prennent très vite l'habitude de conduire leurs troupeaux dans les prairies d'altitude, qu'ils élargissent en repoussant vers le bas à coups de hache et de brûlis la limite supérieure de la forêt. Un arbre, nous le savons, va profiter de l'espace ainsi libéré, le hêtre. Le couvert forestier est officiellement reconnu comme déplorable dans les Pyrénées en 1669, 1778 sur le Ventoux, 1819 dans les Alpes du Sud. Lorsque l'abbé de Mortezagne parcourt le Massif central en 1780, il raconte que les paysans n'ont plus que de la bouse mêlée de paille pour se chauffer. C'est qu'il n'y a plus un seul arbre en Auvergne. Résultat, des records d'érosion. Le sol n'étant plus protégé ni retenu par les arbres et leurs racines, ce sont entre 150 et 190 tonnes de terre par hectare qui sont emportées chaque année par les pluies. Desséchons ces marais, animons ces eaux mortes en les faisant couler, formons-en des ruisseaux, des canaux, mettons le feu à ces vieilles forêts déjà à demi consumées, achevons de détruire avec le fer ce que le feu n'aura pu consumer. Bientôt, au lieu du jonc, du nénuphar, nous verrons paraître la renoncule, le trèfle, les herbes douces et salutaires. Des troupeaux d'animaux bondissants fouleront cette terre jadis impraticable. Ils se multiplieront pour se multiplier encore. Servons-nous de ces nouveaux aides pour achever notre ouvrage. Que le bœuf soumis au joug emploie ses forces et le poids de sa masse à sillonner la terre. Qu'elle rajeunisse par la culture. Une nature nouvelle va sortir de nos mains. Qui parle ainsi? Ces lignes sont-elles tirées de la Bible, qui propulse l'homme maître et possesseur de la nature? Qui parle ainsi? C'est Buffon, le pape de l'histoire naturelle en France au XVIIIe siècle. Quelle est belle cette nature cultivée. Buffon ne fait qu'annoncer le programme suivi à la lettre depuis le début du néolithique,
et qui se poursuit jusqu'à nos jours. Au début du XIXe siècle, la forêt française est à son point le plus bas, environ 9 millions d'hectares. Des départements entiers n'ont quasiment plus de forêt et subissent une érosion généralisée de leur sol qui rend de vastes surfaces impropres aux cultures. La France connaît donc une véritable crise forestière. Mais les années 1830 voient le début de la reconquête de la forêt. Le Second Empire promeut une véritable politique nationale de reboisement du pays tout entier. Ainsi, la forêt double sa surface en moins de 2 siècles et retrouve son étendue du XVe siècle. Mais de quelle forêt parle-t-on? Si la France est à nouveau couverte à 30% par les arbres, 79% des forêts ont moins de 100 ans et ressemblent plus à des plantations régulières qu'aux forêts que nous avons parcourues au cours des millénaires précédents. Au niveau européen, on estime que 0,2% seulement des forêts ont conservé leur état naturel, ce qui en fait l'un des écosystèmes les plus menacés de la planète, au moins autant que les forêts équatoriales. Désormais, les forêts doivent être nettoyées et les arbres bien alignés. Une seule essence est privilégiée selon les régions, avec des individus du même âge, de la même taille, de la même forme. Il faut supprimer le bois mort et couper les arbres avant qu'ils ne vieillissent. Vieillesse et pourriture désespèrent les forestiers. Nous savons que les forêts agissent sur le climat et nous devrions nous réjouir de leur récente extension. Malheureusement, nos forêts sont désormais si propres et si bien rangées qu'elles ne peuvent contrecarrer efficacement les effets du réchauffement climatique. Pourquoi ? Parce que c'est justement le bois pourrissant transformé en humus et les plus vieux arbres qui stockent le plus de carbone. Dans cette triste histoire, qui n'a duré finalement que peu de siècles, mais qui suffirent à bouleverser le pays et le continent tout entier, le premier à disparaître ne fut ni le cheval sauvage, ni l'auroch, l'ours brun, la cigogne noire. Non. Le premier à disparaître fut le chasseur-cueilleur, à la peau sombre, aux cheveux noirs bouclés et aux yeux bleus, arrivé il y a 40 000 ans. Ainsi, vers 5000 avant notre ère, disparurent les derniers chasseurs-cueilleurs de France. La révolution néolithique est avant tout une révolution de la pensée, un renversement total du rapport de l'homme au monde. Les chasseurs-cueilleurs se pensaient inclus dans le monde et dans le grand cycle des chaînes trophiques. Ils se savaient chasseurs et potentiellement chassés. Ils mangeaient d'autres animaux sans jamais oublier qu'ils pouvaient eux-mêmes être mangés et que chacune de leurs particules retournait dans le grand tout, disponible à nouveau pour d'autres vies. Ils vivent dans la forêt, de la forêt. Ils sont la forêt. Une vie sur le mode de la cohabitation, avec tous les habitants d'un même territoire, où l'on accueille les choses sans se les approprier. Les agriculteurs du néolithique, eux, pensent tout à fait différemment. En nouant des relations extrêmement fortes avec certains êtres choisis au détriment de tous les autres, ils s'extraient de la chaîne trophique. Les agriculteurs n'appartiennent plus à la terre. C'est la terre désormais qui leur appartient. Changement radical de perspective, qui autorise toutes les destructions, en toute bonne conscience. Les agriculteurs exigent désormais que la réalité se soumette à leurs propres désirs. Ce qui était don devient dû, avec ses corollaires d'exigence, d'impatience, d'intransigeance et bientôt d'intolérance. Ils repoussent de leur champ près et ferme la plupart des autres vivants, considérés dès lors comme d'indésirables concurrents ou nuisibles. On passe d'une logique d'inclusion à une logique d'exclusion. L'homme cherche à prendre son destin en main. Il veut écrire sa propre histoire. Mais ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas lier leur destin au sien seront effacés progressivement à grands coups de rabot sanglants et dans l'indifférence générale. Car pour maîtriser cette histoire, son histoire, l'homme ne peut contrôler que quelques paramètres. Dans sa volonté simplificatrice extrême, le rationalisme occidental considère tout être et toute chose comme de simples ressources, indépendamment des relations qui les lient entre elles. Tout ce que la vie sauvage
a patiemment mis en place depuis la fin de l'âge de glace, l'homme néolithique va le détruire systématiquement, plus ou moins consciemment. En séparant la forêt de la rivière, il les appauvrit toutes les deux, ainsi que la mer par la même occasion. Il empêche le réapprovisionnement des nappes phréatiques et la purification de l'eau. En coupant les vieux arbres, en supprimant le couvert forestier, il enraye la fabuleuse machine à produire la richesse des sols et stoppe le stockage du carbone. En labourant les sols, il les réduit en poussière, permettant au vent et à la pluie de les emporter au loin. Les céréales et les légumineuses sont les premières plantes invasives, avec la bénédiction des hommes qui leur préparent le terrain. Il obtient les premières années des rendements incroyables, car toutes les richesses du sol sont monopolisées par une seule plante. Mais, faute d'un mélange de cycles différents, ces richesses s'épuisent vite, et il faut trouver des substituts pour enrichir artificiellement le sol ou s'en aller ailleurs pour recommencer le cycle infernal. C'est ce qu'ont fait les Grecs et les Romains en conquérant la Gaule. C'est ce qu'ont fait les Européens bien plus tard, en découvrant l'Amérique. Et maintenant, dans la cacophonie des nouvelles apocalyptiques qui nous assourdissent quotidiennement, il y a quelques bonnes nouvelles. La forêt revient, et le mieux à faire est de ne surtout rien faire. Il faut lui laisser le temps et l'opportunité de vieillir et d'évoluer à sa guise et sans contrainte. Dans son sillage, elle a entraîné la réapparition de nombreuses espèces qui avaient disparu de notre pays depuis longtemps. Voilà une liste réjouissante. Pique noir, cigogne noire, hibou grand-duc, castor, cerf, bouquetin, chamois, marmotte, 4 espèces de vautours, aigle royal, balbuzard pêcheur, faucon pèlerin, lynx boréal, loup gris, ours brun, et tant d'autres encore. La loi de protection de la nature votée en 1976 fut le point de basculement de notre histoire. Les magnifiques paysages dont nous nous enorgueillissons à juste titre n'étaient plus que de tristes décors d'opéra complètement vides. Mais voilà que les acteurs reviennent peu à peu. Les solutions pour accélérer le processus de réensauvagement de notre pays sont testées et approuvées. Mais dans le même temps, ce sont nos campagnes qui se vident à grande vitesse de toute la faune et la flore sauvage qui s'y étaient adaptées au fil des siècles et qui faisaient tout le charme de nos terroirs. La rationalisation et la simplification sont encore les maîtres mots de l'agriculture intensive et industrielle. C'est le prochain défi majeur à relever.
Parviendrons-nous à enrayer la chute précipitée avant qu'il ne soit trop tard, avant que nos campagnes ne deviennent des déserts stériles? Là aussi, on connaît les solutions. Nous venons de parcourir l'histoire du potentiel écologique de notre pays. La France sauvage est en perpétuel devenir. La nature évolue sans cesse et s'adapte en permanence à toutes les situations, avec ou sans l'homme. Il ne s'agit pas, dès lors, de revenir à un hypothétique état passé, et lequel, mais de décider quel visage nous voulons pour la France d'aujourd'hui et de demain. Quels espaces de liberté sommes-nous prêts à laisser à la nature pour qu'elle puisse s'adapter, réagir, proposer des combinaisons nouvelles et surtout garder tout son potentiel évolutif et créatif? Il faut préserver la part d'imprévu de la nature, sa capacité à rebondir. Déjà, le chevreuil forme des troupeaux dans les grandes plaines cultivées. Le faucon cresserelle, le faucon pèlerin et le hibou grand-duc nichent et chassent dans nos plus grandes villes. Les chamois s'ébattent au bord de la Méditerranée, dans le maquis de l'Estérel. C'est du jamais vu depuis 20 000 ans. Ils ne nous attendent pas. Ils proposent d'eux-mêmes de nouvelles façons d'habiter le monde, de le pratiquer. Ils bousculent nos habitudes. Accueillir leurs propositions et tenter à notre tour de nous y adapter, quitte à faire des contre-propositions si certaines d'entre elles nous gênent, de manière à faire monde commun. Il nous faut également accepter l'idée de refuge et de corridors qui permettent aux espèces d'aller et venir en fonction des fluctuations environnementales. Il y a tant de choses à expérimenter pour parvenir à trouver une nouvelle alliance avec le monde sauvage. Et il ne tient qu'à nous de permettre à l'aventure de se poursuivre. Jean Vacher. Il y a 10 000 ans, nous étions parvenus à l'aube des temps Holocène.